horrible mégère responsable de la disparition du marché de Noël des Champs-Élysées n'ont qu'à bien se tenir parce qu'on va aujourd'hui faire le tour du monde des plus beaux marchés de Noël. Pour ce 20e épisode du calendrier de l'Avent, je vous propose de parcourir les plus beaux marchés de Noël du monde entier. Non, ce n'est pas le marché de Noël de la Défense. Ça aurait pu être celui des Champs-Élysées. Je vous laisserai nommer les mégères responsables de la disparition, bijoux du patrimoine français. En tout cas Paris. Anyways, le plus beau marché du monde se trouve effectivement en France. Évidemment, c'est le marché de Strasbourg. Le marché de Noël de Strasbourg étant le plus vieux de France, avec une première mention officielle de 1570, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait bientôt 500 ans, sous le nom de Christkindlmarkt. Je ne parle pas alsacien ni allemand, malheureusement. À l'origine, ce marché remplace la foire de Saint-Nicolas et accompagne la diffusion du protestantisme en Alsace, qui cherche alors à recentrer la fête sur l'enfant Jésus plutôt que sur les saints. C'est bien évidemment un phénomène économique majeur qui rassemble quasiment 3 millions de visiteurs chaque année et dont les retombées économiques se situent entre 250 et 300 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bien sûr, on inclut hôtellerie, restauration, transport, en plus des dépenses faites sur le marché. Depuis les attentats de 2018, c'est devenu l'événement le plus sécurisé en France, avec des périmètres filtrés et des dispositifs renforcés. C'est une transformation qui a profondément modifié l'organisation du marché, tout en maintenant sa fréquentation, ce qui est souvent cité comme un cas d'école en matière de gestion d'événements publics à risque. La charte des exposants, mise en place par la municipalité, interdit formellement tout produit industriel ou importé sans lien avec les traditions locales et je félicite cette initiative, merci. C'est une réglementation régulièrement contrôlée qui fait parfois débat parmi les commerçants. Preuve encore une fois que l'authenticité du marché est devenue un enjeu politique autant que culturel. Deuxième plus beau marché de Noël du monde, c'est pas moi qui ai fait le classement, je vous rassure. Le marché de Noël de Bryant Park, Winter Village à New York. C'est l'un des marchés les plus emblématiques des États-Unis. Il est organisé depuis les années 2000 et il s'inscrit dans une stratégie de revitalisation urbaine saisonnière. Vous demanderez aux gens techniques ce que ça veut dire exactement. Contrairement au marché européen, il n'a aucune logique médiévale. C'est clairement un événement commercial et ce Winter Village attire plus de 2 millions de visiteurs par an. Il accueille 170 chalets avec des artisans, des commerçants venant non seulement des États-Unis mais aussi beaucoup de pays étrangers, notamment l'Europe. J'ai pas les données exactes mais on estime à environ un peu moins de 100 millions de dollars les retombées économiques de ce marché, si on compte uniquement pour Midtown Manhattan. Anecdote un petit peu insolite, la patinoire est gratuite, ce qui est totalement rare à New York. Et c'est une décision assumée comme outil d'attractivité commerciale. En gros, ils se disent, les visiteurs vont venir parce que la patinoire est gratuite, ils vont forcément grignoter ou boire un truc aux alentours. Et ça marche. C'est un modèle très souvent étudié en marketing, surtout dans les écoles de commerce, comme un exemple de marketing expérientiel urbain. Si vous n'êtes pas dans le marketing, vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire. Contrairement à l'image très traditionnelle de Noël, surtout dans nos marchés à nous en Europe, une part très importante des produits n'a aucun lien avec Noël. Très bizarre. En gros, le Winter Village va fonctionner plutôt comme un marché de créateurs lifestyle qui, comme un marché de Noël s'adapterait aux traditions locales du pays dans lequel il se situe en Europe, là-bas, il va refléter l'adaptation américaine du concept du marché européen. Allons maintenant au Wiener Christkindlmarkt de Vienne en Autriche, installé devant le Rathaus, hôtel de ville. Vous avez vu comment je parle trop bien allemand? Et c'est l'un des marchés Noël les plus célèbres d'Europe centrale. Il faut savoir qu'à Vienne, les premiers marchés remontent au XIIIe siècle, mais que la forme actuelle du marché s'est structurée au XXe siècle. Sachant que dans la ville de Vienne, chaque année, il y a environ 20 marchés de Noël, mais celui de Rathausplatz est celui qui attire le plus de monde avec 8 millions de visiteurs par an. Les retombées économiques globales pour la ville sont estimées à 1 milliard d'euros. Encore une fois, à Vienne, tout comme Strasbourg, chaque stand doit respecter des règles strictes sur la qualité et l'origine des produits, notamment pour éviter l'alcool frelaté, c'est dur à dire frelaté, parce que c'est un problème qui existait et qui persistait depuis le 19e siècle et qui a laissé des traces dans les archives municipales. Les mugs de vin chaud sont consignés et collectionnés. Chaque année, un nouveau design est créé, c'est un peu leur truc emblématique. Et certains modèles anciens se revendent sur des sites de collectionneurs. Ce système de consigne est souvent cité comme un exemple réussi de politique environnementale appliquée à un événement de masse. Le marché de Vienne est l'un des plus étudiés au monde pour son équilibre entre tradition culturelle et rentabilité touristique. C'est un modèle qui est largement repris par les villes européennes, mais pour le moment, on va au Japon pour le numéro 4. À Sapporo, sur l'île de Hokkaido, mon japonais il est pire que mon allemand. Les festivités hivernales sont très fortement copiées de l'Europe, mais adaptées à la culture japonaise. Le Sapporo White
Illumination, lancé en 1981, est considéré comme le premier grand événement d'illumination de Noël au Japon. Il est organisé par la municipalité et se déroule au long du Odori Park, en plein centre-ville. Il y a une très forte inspiration allemande dans la décoration. Et évidemment, cela attire 2 millions de spectateurs par an. Spectateurs, visiteurs, clients, vous avez compris. Les autorités locales estiment que ces événements hivernaux génèrent plusieurs centaines de millions de yens, que ce soit en retombées économiques directes ou indirectes encore une fois. Sachant que la ville de Sapporo est jumelée avec la ville de Munich, ce partenariat a fortement influencé le marché de Noël de Sapporo. C'est pourquoi on va y retrouver des chalets en bois importés ou construits sur le modèle allemand, ainsi que des produits comme le vin chaud, mais qui seront adaptés aux locaux. Contrairement à l'Europe, pour le Japon, Noël n'est pas forcément une fête familiale. Les marchés de Noël sont très fréquentés par des couples, des groupes d'amis, comme une activité d'hiver. Et surtout, admettons-le, comme un moment romantique inspiré par les films, que ce soit européens ou américains. On part maintenant à Toronto, au Canada, pour le Distillery Winter Village, qui, comme son nom l'indique, se tient dans le quartier historique de Distillery District, un ancien complexe industriel du 19e siècle, reconverti en zone culturelle. Le marché existe sous sa forme actuelle depuis 2010, ça fait déjà 15 ans. Et c'est un des événements majeurs de l'hiver au Canada. Il accueille environ 700 000 visiteurs par saison, ce qui en fait un des marchés les plus fréquentés d'Amérique du Nord, pour un chiffre d'affaires encore une fois estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars. Et tout comme certains villages en Europe dont on va parler plus tard, Toronto a dû installer un système de billets payants pour l'entrée du marché afin de pouvoir contrôler la foule et évidemment financer la sécurité. Le marché est aussi souvent critiqué pour sa dimension commerciale avec une forte présence des marques locales premium. On n'est plus du tout dans la fête, la tradition allemande avec des bretzels. C'est une évolution assumée par les organisateurs qui revendiquent un positionnement mi-Europe, mi-américain, mi-marché de Noël traditionnel, mi-événement lifestyle urbain. On reste aux États-Unis et on va maintenant à Chicago pour un des marchés de Noël les plus célèbres des États-Unis, fondé en 1996 à l'initiative de la Chambre de commerce germano-américaine du Midwest. Le but étant de promouvoir la culture allemande. Il s'installe chaque année sur Daley Plaza. Là, mon anglais n'est plus bon du tout. Et il est directement inspiré du marché de Nuremberg ou de Strasbourg. Il attire 1 million de visiteurs chaque année pour encore une fois générer des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Concernant les mugs, on est sur le même modèle que Vienne, avec un nouveau design annuel proposé aux visiteurs. Cependant, cette fois-ci, pour des Américains, ils ont fait un truc bien. Le marché fonctionne principalement avec des exposants allemands ou germano-américains. Et pas mal de produits alimentaires sont importés directement d'Europe, ce qui pose parfois des problèmes de logistique et de douane. Mais c'est un des marchés qu'on étudie en général dans le tourisme comme un exemple réussi de transplantation culturelle européenne dans un contexte américain. On va maintenant à Francfort, mais à Birmingham, parce que le marché de Noël de Birmingham est en fait le Frankfurt Christmas Market et qui est officiellement le plus grand marché de Noël allemand en dehors de l'Allemagne et de l'Autriche. Lancé en 2001 en partenariat avec la ville de Francfort-sur-le-Main, encore une fois dans une logique de coopération culturelle. Le marché s'étend principalement entre Victoria Square et New Street, donc en plein centre-ville de Birmingham. 5-6 millions de visiteurs chaque année, vous vous rendez compte, c'est beaucoup plus que les Américains. Et le chiffre d'affaires est de plusieurs centaines de millions de dollars, livres sterling. Pardon. Le marché est fortement controversé, très critiqué par les habitants. Certains commerçants locaux reprochent au marché de promouvoir des exposants étrangers au lieu des artisans locaux britanniques. D'autres dénoncent la saturation du centre-ville et bien sûr les coûts exorbitants. Parce que déjà, l'Angleterre c'est cher, mais alors les trucs comme ça doit être hors de prix. Malgré les critiques, le marché est reconduit chaque année car ses retombées économiques sont vraiment non négligeables et nécessaires pour la vie de la ville. Même si le marché était initialement revendiqué allemand, il s'est britannisé. On a ajouté un peu de pudding à côté du bretzel. Je vois pas le problème en soi. À Singapour, le Christmas Wonderland, organisé principalement dans les Gardens by the Bay, très envie d'aller à Singapour quand j'entends des trucs comme ça, existe depuis 2014 et s'inscrit dans le programme des illuminations de Orchard Road, une tradition remontant aux années 80. Encore une fois, plusieurs millions de visiteurs, locaux et touristes confondus, plusieurs centaines de millions de dollars singapouriens, le problème étant le décalage climatique assumé de ce marché. Parce qu'en général, Noël à Singapour se fête sous 25 degrés avec des palmiers. Et c'est sur les palmiers qu'on met des guirlandes lumineuses. Pour ce marché, on met volontairement en scène de la fausse neige, des sculptures lumineuses géantes et des installations inspirées de l'Europe hivernale. Encore une fois, pour Singapour, Noël n'est pas du tout une fête religieuse, c'est un événement commercial et touristique et aussi une conséquence de la mondialisation. On part maintenant chez le Père Noël, à Rovaniemi, Lapland, en Laponie, plus précisément dans la capitale de la Laponie finlandaise, la ville officielle du Père Noël.
Je veux aller là-bas. C'est depuis les années 80 que la ville s'est autoproclamée et aussi par les autorités finlandaises comme ville officielle du Père Noël. Ce pourquoi la région attire environ 500 000 visiteurs par an. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais c'est énorme pour un endroit aussi loin et aussi froid, d'accord? Bien sûr, les retombées économiques de Noël sont essentielles pour la vie économique de cette ville. Des centaines de millions d'euros sont générés chaque année pour la Laponie grâce à ces visites entre novembre et janvier. Le marché de Noël s'intègre dans un plus large groupe d'attractions, dont le Santa Claus Village qui est ouvert toute l'année. Mais je vous avoue, en été, je préfère aller en Grèce. Je n'ai pas envie d'aller voir les reines du Père Noël. Il y a même le bureau de poste officiel du Père Noël, reconnu par la poste finlandaise, qui reçoit bien évidemment des millions de lettres provenant du monde entier tous les ans. Le marché met fortement en avant l'artisanat lapon, les produits en bois, en laine, en matériaux naturels, ainsi que le glöggi. Je sais pas si ça se dit comme ça, dont la recette finlandaise est réglementée. On retourne à Londres pour le seul et unique marché de Noël de toute la liste que j'ai vu de mes propres yeux, le Winter Wonderland. J'ai adoré, d'accord? Faut me critiquer si vous voulez, mais c'est trop bien. Je suis allée en décembre 2023 avec ma maman, c'était son rêve d'aller à Londres. C'était son rêve d'aller à Londres, c'était mon rêve de faire Harry Potter à Londres. Donc on l'a fait ensemble, c'était génial. Et du coup, le marché de Noël, c'était incroyable. C'est un marché très récent, il date de 2007. Oui, c'est moi qui ai pris cette photo. Le marché attire plus que 2,5 millions de visiteurs à l'année. Chiffre d'affaires à plusieurs centaines de millions de livres sterling, of course. Sachant qu'en plus, il est super bien situé en plein cœur de Londres, face au London Eye. Je kiffe ce truc, j'ai envie de retourner, ça y est. Depuis quelques années, il faut réserver son entrée. Je sais pas si c'est encore le cas cette année, puisque je suis pas retournée. Mais si jamais vous prévoyez d'y aller, je sais que la vidéo, elle arrive pas très tôt dans notre calendrier de l'Avent. Mais c'est pas grave, pensez quand même à voir s'il faut réserver à l'avance. On retourne au Canada, mais cette fois-ci au Québec, pour le marché de Noël allemand du Québec, qui se tient dans Vieux-Québec, classé au patrimoine de l'UNESCO. Depuis 2008, ce marché s'est étendu jusqu'à atteindre 90 chalets. Il s'inspire très librement des marchés allemands. Il attire 500 000 visiteurs par an, plusieurs dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires encore une fois. Le chalet alpin est le cœur de ce marché. C'est un énorme espace de restauration inspiré des auberges allemandes qui est devenu au fil des années un point de ralliement pour les visiteurs. Le marché met aussi très fortement en avant cette double culture franco-allemande parce qu'on sait que Québec a une très forte culture française, surtout que le français est une des langues officielles. Les animations sont bilingues, les programmations musicales mêlent des chants traditionnels européens au répertoire québécois et cette hybridation culturelle est un des facteurs clés de la réussite et du succès depuis toutes ces années de ce marché. À Tallinn, en Estonie, au Raekoja Platz, place de l'hôtel de ville, on retrouve un des marchés de Noël les plus emblématiques du monde entier parce qu'en 1441, la confrérie des Têtes Noires y aurait érigé le premier arbre de Noël connu en Europe. C'est un sujet débattu entre certaines villes allemandes, Bâle, on les laisse se débrouiller. C'est comme Normandie-Bretagne pour le Mont-Saint-Michel. On compte une soixantaine de chalets disposés autour d'un sapin géant central avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs par an. À l'échelle de l'Europe, les retombées économiques sont assez modestes, mais pour Tallinn, ils sont essentiels. Le marché a bien évidemment contribué à la fréquentation du centre historique de la ville classé à l'UNESCO et le fameux Père Noël de Tallinn est présent quotidiennement dans un chalet dédié. La tradition veut que les enfants ne puissent pas récupérer leurs friandises ou leurs cadeaux gratuitement, ils doivent chanter, réciter un poème ou raconter une histoire au Père Noël. Le marché met beaucoup en avant les plats typiques estoniens qui sont totalement méconnus à l'international. Je ne les connaissais pas avant de faire la vidéo. Et le point fort de ce marché est son positionnement identitaire purement estonien et ils ont raison. On part maintenant au Danemark, plus précisément à Copenhague, où Noël est indissociable des jardins de Tivoli, ouvert en 1843, ce qui en fait un des plus anciens parcs d'attractions du monde, encore en activité j'entends. Les festivités de Noël à Tivoli sont documentées depuis le XXe siècle, mais on soupçonne qu'elles aient commencé bien avant. Et c'est aujourd'hui un des événements culturels les plus emblématiques du calendrier danois. La dimension familiale est très bien assumée dans ce marché danois. Tivoli met l'accent sur les enfants très fortement, avec tout ce qui est village du Père Noël, animation, patinoire pour enfants, etc. Cette approche correspond à la philosophie danoise du Hygge, je sais pas si ça se dit comme ça, qui privilégie le bien-être et qui est un élément central de la culture nordique. On termine par Moscou, la place rouge, mon rêve d'aller là-bas. Le marché de Noël s'inscrit dans le cadre du festival Voyage à Noël, lancé par la municipalité de Moscou en 2013. Le marché de la place rouge est connu pour ses installations spectaculaires, énormes patinoires, chalets en bois, carrousel, illumination massive, plusieurs millions de visiteurs sur l'ensemble des sites du festival de Noël à travers Moscou, sachant que la place rouge est un des pôles majeurs, mais pas le seul. Culturellement, Noël n'est pas la fête la plus importante de l'hiver pour les Russes, sachant qu'en plus l'église orthodoxe célèbre Noël le 7 janvier. La fête
la plus importante est le Nouvel An. Le marché de Noël moscovite mélange donc les symboles de Noël occidentaux et les traditions du Nouvel An russe avec la figure de Ded Moroz, grand-père gel, si c'est ça la traduction, plutôt que le Père Noël de Coca-Cola. Côté gastronomie, la boisson chaude au miel, le sbiten, blini, pâtisserie, plat traditionnel russe, on retrouve vraiment les classiques. Et le marché est aussi connu pour ses concours de patinage artistique, sport emblématique de la culture russe. Si cet épisode t'a plu, il suffit de me suivre pour ne pas rater l'épisode de demain. Pense aussi à t'abonner sur Insta et sur TikTok, et je te fais des bisous.